Alors commençons par une actualité récente, une actualité nationale d'ailleurs. Un arrêté conjoint du ministre de l'Éducation de base et du ministre des Enseignements secondaires apporte des modifications sur les dates de départ en congé pour le compte du deuxième trimestre. La mesure fait suite aux interruptions des cours pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football et le mouvement de grève qui a été initié par le collectif OTS, On a trop supporté. L'arrêté conjoint du ministre de l'Éducation de base et du ministre des Enseignements secondaires vient fixer la date du 8 avril 2022 pour le départ en congé des écoles et établissements relevant du ministère de l'Éducation de base, tandis que le même arrêté proroge d'une semaine les cours secondaires. Et donc, la date des congés du deuxième trimestre est fixée au 15 avril. À votre avis, Suleiman, je commence par vous. Cette modification de calendrier est de nature à permettre de rattraper le temps perdu? Oui, permettez-moi, avant de répondre à la question, de revenir d'abord sur la nature du mouvement OTS, on a trop souffert. Et avant de cela, présenter d'abord notre condoléance à la famille de M. Hamidou, qui est une figure de ce mouvement-là, qui a passé pratiquement 10 années de service, 10 années de loyaux services à l'État en train de former les jeunes Camerounais. On ne comprend pas comment est-ce que un fonctionnaire peut faire 10 années sans toutefois obtenir son matricule ni obtenir son salaire. Et là, vraiment, cette situation, elle est alarmante au niveau de la gestion du personnel de l'État. Pourquoi en est-on arrivé à ce point jusqu'à faire pendant 10, parfois 15 ans qu'il y a des personnes qui n'ont pas de matricule, qui ne sont pas prises en solde. Et heureusement que certainement on a vu le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative s'est déployé, qui a pris le problème à bras le corps. Et sur le matricule de M. Hamidou, après donc, ce mouvement-là, les revendications que certains citoyens qui font de la veille ont porté ce problème plus haut dans les réseaux sociaux, notamment vraiment nos camarades et amis, M. Diafse Attara et le docteur Abdourazak, qui ont abattu un véritable travail. Ils sont allés toucher du doigt ce que vivait M. Hamidou. Et suite à cela, donc, il y a une réponse apportée par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Avant cela, le président de la République qui a pris un ensemble de mesures pour arrêter cette grève. Tout à fait, je reviens sur les mesures. Mais la question était la suivante, est-ce que le fait de modifier le calendrier de départ en congé, est-ce que ça règle le problème de retard qu'on a connu? Oui, il faut rappeler que ce mouvement de grève en a duré pratiquement 4 semaines, qu'il y a eu carrément arrêt de cours dans certains établissements. Maintenant, il y a eu un allongement d'une semaine. Est-ce qu'on peut rattraper des cours perdus en 3-4 semaines pendant une semaine? Là est la véritable question. Maintenant, il fallait certainement, hormis cela, préparer de faire des cours de rattrapage. Mais avant que ces enseignants-là acceptent de réorganiser des cours de rattrapage, il fallait que certaines de leurs revendications soient vraiment actées. Ce qu'ils réclament, ils doivent avoir une satisfaction, mais ça a déjà été fait. Totale. Le chef de l'État a reconnu que ces revendications étaient légitimes. Ils ont reconnu il a que la proposé revendication... des solutions. Justement, peut-être qu'on va revenir sur l'impact de ces résolutions, ces décisions, il faut appeler ça décision du président de la République, qui ont été mises en exécution d'ailleurs. Professeur Fana, est-ce que dans la perception des choses, ce report de calendrier peut permettre de rattraper le retard? De toute évidence, je pense que le report est indiqué pour la simple raison que le calendrier a été perturbé un tout petit peu. Mais je voudrais quand même qu'on ne grossisse pas les faits, qu'on ne fasse pas dans l'amplification des problèmes de l'éducation. Parce que quand on dit 2 mois, c'est faux. 2 mois, ça correspond à 60 jours. Or, à ma connaissance, les élèves ne vont pas à l'école les samedis et les dimanches. Ils ne vont pas à l'école les mercredis soirs. Ce qui suppose que une semaine peut participer à rattraper le temps perdu. D'autre part, en ma qualité d'enseignant, je peux vous dire ici que, et ça je n'en doute pas, les collègues de l'éducation de base, tout comme ceux de l'enseignement secondaire, sont doués de capacités à pouvoir accélérer les choses pendant une semaine, à l'effet de pouvoir d'amoindrir le temps perdu pendant cette période de perturbation. Alors Salman, peut-être que vous nous permettez de comprendre l'impact de ce mouvement de grève.
nous n'étions pas là dans l'Adamawa, c'était avec les mêmes difficultés dans toute la région que ce qu'on a vu ailleurs dans les écoles et lycées du public? Alors, je perçois clairement dans votre question l'impact que ce mouvement a eu sur le déroulement normal des cours dans les établissements de la région de l'Adamawa. Effectivement, il y a eu arrêt de cours par endroit. Maintenant, avec un dosage parfois réduit selon les départements, la région de l'Adamawa compte 5 départements, donc ce n'était pas la même ampleur partout. Il y a eu des grèves qui ont été actées par endroit avec beaucoup de modération, c'est-à-dire que certains enseignants ont dit, bon, vraiment, nous, on va simplement réduire l'ampleur de ce qu'on faisait avant. Donc la situation n'a pas été celle qu'on a vue dans d'autres régions, c'est-à-dire arrêt total des cours. J'en veux pour preuve l'émission qui est la plateforme d'expression des enseignants dans la grille des programmes de CRTV Adamawa, au cœur des enseignements secondaires où justement les enseignants viennent parler des questions qui touchent à l'éducation. Cette émission, pendant toute cette période, a continué d'être produite par des enseignants s'entend. Et même des inspecteurs passaient. Et il y avait des conseils, des astuces qu'on donnait aux élèves qui font des salles, je veux dire, qui sont dans des classes d'examen, qui avaient justement des astuces pour mieux aborder leur examen. Une autre édition qui m'a touché, c'était cette édition sur la conscience professionnelle. C'était un inspecteur qui est venu faire une émission, il était invité, il a parlé de la conscience professionnelle. Comme quoi, pour sensibiliser les collègues. C'est vrai que le mouvement OTS, il y a une certaine solidarité chez les enseignants, il faut le reconnaître, parce que nous aussi, on n'est pas fiers de ce qui se passe, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille, qui n'a pas son salaire, ça touche, on a tous des membres de nos familles qui sont enseignants. Donc la solidarité, elle est commune et puis elle est partagée. Ce qu'il faut regretter, c'est vraiment, c'est la récupération qui a été faite derrière cette affaire, une récupération politique s'entend. On ne peut pas se réjouir de cette situation, mais pour autant, on ne devrait pas l'envenimer. Et c'est tout le regret qu'on a aujourd'hui lorsqu'on parle de ces questions. Heureusement, le chef de l'État a tranché. Alors venons-en à ces mesures prises par le président de la République et dont on a vu l'implication avec les descentes sur le terrain des membres du gouvernement. Souleymane parlait tout à l'heure du ministre de la fonction publique qui était sur le terrain et on a vu son travail. Le ministre de l'Éducation de base, le ministre des enseignements secondaires, toutes ces personnalités ont fait tout pour que les choses puissent redémarrer. Je n'oublie pas le ministre du Travail qui menait les négociations aussi. Alors, sur les mesures présidentielles, est-ce que Souleymane, vous avez senti que ça a pu démêler un tout petit peu les chevaux? Oui, bien évidemment, étant donné qu'après les mesures, les cours ont repris, les enseignants ont stoppé la grève sous réserve de voir l'effectivité de la mise en place de ces mesures-là. Et en plus de cela, vous savez que nous sommes les politiques qui sont toujours en contact avec tous les corps des métiers. Et le satisfecit qui devait s'en sortir de là, c'est maintenant de sanctionner ceux qui étaient à la charge de la gestion de ce personnel-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'en 2 semaines, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a traité près de, je crois, 8000 dossiers d'intégration. Pourquoi, entre-temps, que faisaient ces gens? Qu'est-ce qu'ils... ça veut dire qu'en réalité, il y avait une mauvaise volonté. Il manque peut-être de coordination, mais manque de volonté de faire leur travail. Et le ministre de la fonction publique, c'est vrai qu'il a également sanctionné certains de ses collaborateurs véreux. Il faut qu'il aille dans ce sens-là, qu'il fasse sortir des enquêtes, de voir les responsables, ceux qui ont causé ce tort-là, parce qu'il s'agit de la question d'éducation. Et nous sommes dans une culture, notre culture africaine, l'éducation, c'est le socle même c'est le socle, c'est la seule, c'est l'aspect qui façonne l'homme. Aujourd'hui, si nous retrouvons sur ce plateau, je parle sur le couvert du professeur Toby, du professeur Falna, si nous sommes sur ce plateau, c'est grâce également aux enseignants. Comment se fait-il que ceux qui ont reçu l'éducation de ces enseignants-là ne parviennent pas à prendre certaines mesures pour faire ne serait-ce que leur minimum de leur travail. Et c'est alarmant. Et il faut que nous profitons de l'occasion donc pour dire au ministre de la fonction publique de mener des enquêtes, de ressortir vraiment et de sanctionner ceux qui ont causé ce tort-là à la jeunesse camerounaise. Alors,
les mesures présidentielles, c'était le déclic. Vous dites que ce n'était pas avec la même ampleur, mais ça a quand même pu changer quelque chose? C'était le déclic. Je m'en voudrais de ne pas réagir à ce qui a été dit précédemment. Je ne pense pas qu'une chasse aux sorciers serait la solution à cela. On devrait plutôt trouver des voies de moyens pour que ça n'arrive plus. Et effectivement, des mesures ont commencé à être trouvées. C'est-à-dire que pendant que les uns et les autres sont en formation, on peut enclencher le processus de traitement des dossiers. Ça, c'est en soi une solution. La e-gouvernance, c'est-à-dire que l'effectif, la masse que constitue aujourd'hui l'éducation de base seulement, c'est énorme. Je mets de côté, je n'ajoute pas l'enseignement secondaire. C'est énorme, c'est beaucoup de dossiers à traiter. Si tout cela est traité à Yaoundé, c'est énorme. Humainement, ce n'est pas possible. Donc, une chasse aux sorcières n'est pas la solution. Le chef de l'État a pris une mesure et je crois qu'elle est en train de faire ses preuves. J'en veux pour preuve justement le fait que la grève en ce moment dans la Damawa est arrêtée. Les enseignants ont repris, la période qui a été donnée pour attraper les cours est respectée, mais seulement ils ont émis une réserve, ils ont dit bon, vraiment, on va, jusqu'à la rentrée, on va essayer de voir si notre situation s'améliore. Effectivement, ces ponts sont déjà passés à la caisse. Ça, il faut le relever également. Des gens se sont confiés sur nos antennes pour dire, par exemple, qu'avant, ils touchaient 120 000, ils sont passés de 120 000 à 216 000. C'est consistant, c'est énorme et ça change un mode de vie dans un contexte où certains ne percevaient rien. Jusque-là, je crois que les solutions sont en train d'être trouvées. La chasse aux sorcières ne serait pas... je crois que c'est vrai. Excusez-moi, ce n'est pas une chasse aux sorcières. En réalité, c'est pour éviter ce genre de situation, pour qu'on évite que ça n'arrive. Venons-en aux solutions. Maintenant, donc, justement, les solutions sont en train d'être mises en place. Ça veut dire que ces solutions qu'on est en train de mettre en place, en réalité, antérieurement, on pouvait les mettre en place. Ce n'est pas parce que maintenant, il y a eu des grèves. S'il n'y avait pas le mouvement d'ETS, on ne serait pas au courant qu'il y a certains enseignants qui font 10 ans, 5 ans, 15 ans sans salaire. Donc maintenant, pour atténuer, pour calmer, il faudra vraiment qu'on sanctionne. C'est parce que c'est ça qu'il s'agit. Et au Cameroun, on n'a pas cet esprit-là. Quand on sanctionne, ça donne une leçon aux autres vraiment qui vont véritablement faire leur travail. Alors, je voudrais préciser. S'il vous plaît, vous laissez un peu intervenir le professeur je pense sur cette question-là. Les mesures du président de la République, en tant que parent, en tant qu'enseignant, vous avez observé que ça a pu apporter quelque chose? Il y a 2 semaines, Séverin, je donnais mon point de vue par rapport à cette question pour demander aux collègues de reprendre les chemins de l'école. Et j'avais dit ceci, 2 semaines, ce n'est pas 2 ans, attendons, nous verrons. Après les 2 semaines, les effets induits par des mesures prises par les instances supérieures au Cameroun, nous les connaissons. Ça, il faut l'avouer. Beaucoup de nos étudiants, beaucoup de nos camarades, beaucoup de nos collègues ont affirmé que des solutions étaient, n'est-ce pas, apportées à leurs problèmes. Ça, au moins, il faut le reconnaître. Comme le disait aussi Kankili, je pense que l'essentiel n'est pas pour nous de faire ce qu'on peut appeler marche arrière. Un problème a été posé, des solutions ont été proposées. Comment peut-on faire pour pérenniser ces solutions à l'effet de nous éviter les crises, tout en rappelant que les crises ne sont pas seulement des moments pendant lesquels l'organisation sociale est perturbée. Les crises sociales sont également porteurs de ce qu'on peut appeler la production de nouvelles valeurs et qui permettent, n'est-ce pas, à la société de se donner une nouvelle impulsion à l'effet, n'est-ce pas, de s'inscrire dans la marche pour son avenir. Mais comprenez aussi la préoccupation de Suleiman. Il estime qu'on a pu déceler des fautes. Il faut sanctionner pour que cela serve d'exemple. Je crois que son attitude, ce n'est pas de dire qu'il faut absolument sanctionner, mais pour que ça ne se répète plus. Je ne réponds pas à Suleiman, je donne un point de vue. Je pense que on ne pourra pas nous condamner de dire que la bureaucratie en Afrique de manière générale et surtout pour notre cher et beau pays, elle est lente. Elle est vraiment lente. Vous imaginez qu'il y a un courrier administratif qui est produit à Yaoundé, un arrêté, vous l'obtenez par WhatsApp instantanément, mais sur le plan administratif, vous pouvez le recevoir 1 ou 2 mois après. La bureaucratie au Cameroun, elle est lente. Et je pense que la crise que nous avons traversée va nous permettre désormais de réduire véritablement cette lenteur. On l'a vu, Suleiman, c'est l'occasion pour moi peut-être de l'évoquer.
vous le dites vous-même qu'en 15 jours, on a pu traiter 8 000, mais je pense que c'est 15 000 dossiers. Cela suppose que nous avons tiré des leçons de la crise et nous souhaitons que cette manière de travail perdure et qu'elle soit pérennisée. Quelle est la volonté de tout le monde? Parce que souvenez-vous qu'il y a ce même mouvement en 2017 des enseignants où on a les mêmes mesures ont été dictées, mais qui n'ont pas suivi. Qui n'ont pas suivi. Pourquoi est-ce que ça n'a pas suivi? Parce qu'on ne sanctionne pas. Et quand on ne sanctionne pas, vraiment nous sommes dans une société où chacun fait comme il veut, comme bon le semble. Il n'y a pas une mesure qui va permettre vraiment de faire véritablement son travail. C'est pour cela que nous insistons beaucoup plus là-dessus. Parce qu'ici, on sommes dans un pays où de laisser faire. On laisse faire, on dit que bon, voilà, c'est fait, il y a des mesures qui ont été prises, on laisse passer. Et cette culture va toujours revenir. Donc, c'est pour cela que nous insistons toujours, nous, au PCRN, de dire qu'il faut mettre chacun face à ses responsabilités. Et il faut vraiment faire des mesures, des enquêtes et de sanctionner les coupables qui ont causé ce tort à notre jeunesse. Alors, c'est vrai, si vous permettez. Je mettais en garde lors de ma première prise de parole sur le fait qu'il y a des récupérations autour de ces problèmes précis. Vous voyez le PCRN dans cette lignée-là? Je ne cite pas nommément le PCRN. Et puisqu'il en parle, mais je dis, bon, s'il se positionne dans cette posture, c'est une récupération en soi. Mais je voudrais dire ceci, que dès le déclenchement de cette affaire, il y a eu des récupérations. Dans le sens où on tensait le gouvernement, on accusait le gouvernement de mauvaise foi. Non, ce n'est pas une mauvaise foi en soi. Il y a peut-être eu un laxisme de la part de certains maillons de la chaîne de traitement de ces dossiers. Mais je vous dis, humainement, la masse que constitue l'éducation de base, les enseignements secondaires, tel que ça se faisait avant, c'était possible que certains dossiers ne soient traités qu'en cas d'urgence. Maintenant qu'on a des solutions qui sont en train d'être trouvées, je vous ai parlé de la e-gouvernance. Je vous ai parlé, par exemple, du fait de s'arrimer à l'outil TIC qui aujourd'hui est une chance. Il se réjouit aujourd'hui de ce que le mouvement OTS ait prospéré. Ça a prospéré parce qu'il y a eu WhatsApp, ça a prospéré parce qu'il y a eu Facebook, ça a prospéré parce qu'il y a eu des forats en ligne. Quelques années en arrière, 20 ans en arrière, ce mouvement ne serait même pas arrivé au niveau de Yaoundé. Donc, si aujourd'hui on a l'avantage des TIC, on a l'avantage de l'outil informatique, il faut s'arrimer. Et notre gouvernance devrait s'arrimer à cela. Ça nous permettrait de traiter des dossiers avec une certaine célérité. Alors, on va avancer. Je suis quand même un peu peiné d'entendre qu'il y a une récupération politique sur le mouvement OTS. Mais ce n'est pas possible. Les gens font 10 ans, ils posent un problème réel. Et c'est tout à fait normal en tant que politique que nous donnons notre point de vue. Il n'y a pas question de récupération politique là-dessus. Vous conviendrez avec moi que est-ce que ce qu'ils revendiquent n'est pas légitime, n'est pas légal, c'est leur droit. Ils demandent à appliquer. Alors, il ne me souvient pas d'avoir dit ici que ce n'est pas légitime. J'ai même parlé d'une certaine solidarité, y compris. Ce n'est pas question de récupération. On ne doit pas dire qu'on ne va pas voir la récupération politique dans toute chose. Donc, c'est un problème qui concerne notre nation. On ne doit pas dire que tel parti ou bien telle organisation a fait de la récupération. Non. Alors, la question serait la sanction, selon vous, c'est quoi? Alors, nous allons... Pour éviter les sanctions, c'est pour éviter ce genre encore d'événements d'arriver encore au futur, dans le futur. On va avancer parce que sur cette question-là, le chef de l'État a pris des mesures reconnaissant la régularité des revendications des enseignants. Il a donc demandé au gouvernement de trouver des solutions. Ça, on ne va pas le nier. Et que ces mesures-là ont commencé à se faire voir, à porter des fruits. Donc, on va continuer à suivre parce que c'est un processus. Hein. Il y a des revendications qui trouveront des solutions plus tard. Mais il y en a quand même qui ont commencé à trouver des solutions pour l'instant. Je pense qu'il faudrait qu'on aille dans ce sens-là, apaiser pour que les enfants puissent reprendre normalement l'école et que ceux qui souhaitaient peut-être une année blanche, qu'il n'ait pas raison. Absolument. Je pense que dire qu'il y a un laisser-faire rentre dans ce que j'ai appelé tout à l'heure l'exagération. On pourrait peut-être parler d'un relâchement du système de fonctionnement de la bureaucratie camerounaise. Il y a un relâchement, c'est vrai. Et cela peut arriver dans toutes les sociétés humaines. Hein. Aucune société humaine n'est parfaite. Mais dire qu'il y a un laisser aller, je ne le pense pas. La preuve, nous sommes là. La preuve, les fonctionnaires camerounais reçoivent leur salaire. Les preuves sont là. Donc il n'y a pas laisser aller, il y a peut-être un relâchement
du système de fonctionnement de la bureaucratie au Cameroun? Cela dit, l'État investit comme il le peut dans la Damawa et c'est le deuxième tableau de notre soirée, de notre échange. Il y a des projets qui sont financés et qui sont de nature à créer des richesses, des projets qui sont de nature à créer des emplois, des projets qui sont dans l'esprit de la SND 30 qui mettent en avant le capital humain. Malheureusement, à l'observation des faits, ces investissements réalisés ne produisent pas toujours les résultats attendus. On peut citer par exemple, et on en parlait au début de l'émission, du projet de l'abattoir moderne et industriel de Ngaoundéré, un projet qui est d'ailleurs logé dans le plan d'urgence triennal, qui a été réceptionné en 2018. On peut citer le projet laitier et bien d'autres projets. La question aujourd'hui, c'est quel est le problème? Pourquoi l'État investit tant et on n'a pas les répercussions qu'il faut? On ne le ressent pas tout de suite. Souleymane. Oui, on dit toujours que l'Adamawa est la région la plus proche du paradis, mais curieusement, nous vivons un enfer. Pour revenir à dire que tous les projets que vous venez d'évoquer ne décollent pas, ce qu'on a appelé dans votre jargon les éléphants blancs. C'est dû à quoi en réalité? Je crois que ce projet, on ne ressent pas l'impact de ce projet dû au fait de l'étape de la maturation de ce projet. Je prends par exemple le laboratoire industriel de Ngaoundéré, qui a été conçu pour une capacité d'abattage de 250 têtes de bœuf par jour. Et pourtant, à Ngaoundéré, il y a ces 50 têtes de bœuf qu'on abat pratiquement chaque jour. Le projet a été monté de telle façon qu'on n'a pas pris en compte les réalités locales. Il y a d'abord sur ce plan. Le deuxième plan, c'est quoi? Les réalités locales, c'est-à-dire quoi? La demande locale. Il y a d'abord ça. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a l'existence des laboratoires artisanaux. Il y en a pratiquement 4 ou 5 dans la ville de Ngaoundéré. Maintenant, ceux qui abattent au niveau des abattoirs artisanaux ne partent pas abattre dans le laboratoire industriel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le coût d'abattage au laboratoire industriel est extrêmement élevé. Et celui qui fait, parce que c'est un commerce et le commerce lui cherche à avoir son profit. Il ne peut pas aller quelque part, on lui dit qu'on va lui vanter un projet, que bon voilà, maintenant il y a des innovations, mais en réalité, économiquement, il perd. Vous voyez donc que c'est voué à l'échec. Voilà la première cause. Ils ont multiplié, c'est vrai qu'on a multiplié des campagnes de sensibilisation et autres de vanter l'abattoir industriel c'est vrai sur le plan de l'hygiène, sur le plan de la santé, etc., etc. Mais malheureusement, le message n'est pas passé du fait de la viabilité économique de ce laboratoire-là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, problème de maturation. Les maturations et les machines qui ont été conçues, c'est pour abattre 250 têtes d'animaux. Mais le laboratoire aujourd'hui ne parvient pas à abattre une cinquantaine de têtes. Et ça fait en sorte que les machines, non seulement vont s'amortir, et vous voyez, c'est une autre charge. Et ensuite, il y a également le problème, la question énergétique. La question énergétique qui fait tourner. Et aujourd'hui, nous avons une crise énergétique dans la région de l'Adamawa, tout comme partout dans le septentrion et dans le Cameroun d'ailleurs. Et ce problème fait en sorte qu'on n'a pas pris en considération certains aspects en amont. Alors, pour Souleymane, c'était un problème de maturation, étude de faisabilité du projet. On n'a pas tenu compte de la demande sociale, en quelque sorte. Est-ce que sociologiquement, anthropologiquement, on peut trouver une explication à ce phénomène? Ce n'est pas seulement ce projet-là, il y en a d'autres, et c'est de gros investissements de l'État qui ont besoin d'être conduits à bon port pour que cela puisse bénéficier aux populations. Vous avez prononcé un mot très très important pour comprendre ce phénomène de la mort des projets dans la région de l'Adamawa. Les projets meurent aussi un peu partout.
Mais là, la question est posée sur ce qui concerne la région de l'Adamawa. En fait, sociologiquement parlant et sur le plan anthropologique, les projets n'intègrent pas ces éléments-là. Les ingénieurs de génie rural, les médecins vétérinaires, les ingénieurs zootechniciens pensent que tout ce qui est lié à la production animale ne peut être maîtrisé que par cette dernière-là. C'est faux. Il y a une dimension essentiellement sociologique et une dimension essentiellement anthropologique. Je vous prends simplement un exemple. L'abattage moderne exclut le tiers de ceux qui interviennent dans la production animale. Que va-t-on faire de tout cela qui conduit les bœufs de manière artisanale? Mais peut-être les convertir, les former pour s'habituer. Justement, donc l'étude n'a pas été menée au préalable pour le faire. Il y a des pesanteurs socioculturelles. Quoi qu'on dise, la configuration sociologique, elle est complexe en Ngaoundéré. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de musulmans en Ngaoundéré pour ne pas dire qu'ils sont peut-être nombreux. Il y a toute une conception religieuse autour de l'abattage. Vous abattez un animal à l'abattoir moderne, le musulman vous dira que cet animal, la viande produite, n'est-ce pas, par cet animal abattu, dans cet abattoir-là, rentre dans ce qu'il appelle, qu'est-ce qu'il dit souvent là, c'est pas le habéré, mais c'est pas le halal. Pour dire que cela n'est pas permis. Le haram. Le haram, merci Souleymane. C'est des éléments d'ordre sociologie et anthropologie, c'est vrai, qu'il faut prendre absolument en compte. J'ai eu la chance historique de participer, n'est-ce pas, à la pose de la première pierre et à la conférence qui a été, n'est-ce pas, prononcée par des acteurs politiques de ce premier rang. Je pense que j'avais posé une question pour dire que est-ce que la dimension socio-anthropologique du projet a été véritablement mûrie? Pour revenir, n'est-ce pas, à celui dont vous parlez, celui de du projet. On n'en fait pas une fixation, hein, c'est juste un exemple. Oui, pour dire quand même qu'à ce niveau, je pense que c'est un problème lié aussi à la mobilisation peut-être des ressources. Mais il faudra ajouter à cela une lutte politique qui n'avantage véritablement pas les acteurs sociaux dans cette région. Au lieu d'accompagner les opérateurs économiques, au lieu d'accompagner les projets socio-économiques, il y a toute une lutte politique autour, n'est-ce pas, de tous ces projets. Là également, c'est un élément d'ordre anthropologique et d'ordre sociologique qu'on ne prend pas souvent en compte pour ce qui concerne la région de l'Adamawa et peut-être d'autres régions au Cameroun. Seulement, vous avez l'habitude de visiter ces projets. Parfois, ça fait mal de voir ce qui a été investi, peut-être la façon de conduire. On commence à voir les herbes pousser et ça donne finalement pas grand-chose. Dans l'Adamawa, dans vos descentes régulières sur le terrain, les contacts que vous avez, comment on explique cet échec, appelons ça échec? Alors, l'échec peut être compris globalement à un niveau qui peut s'expliquer aussi par le fait que parfois quand les scientifiques réfléchissent à Yaoundé, ils se disent qu'ils peuvent penser parfois à la place du petit commerçant qui vend ses céréales au quartier et qui pourtant peut influencer les principales cibles de très bien. C'est cela. C'est-à-dire que sur le projet en lui-même, on n'a rien à redire sur l'abattage. Ça respecte les normes internationales en la matière. C'est un bijou qui est installé dans la région de l'Adamawa. Mais alors, ce bijou qui est installé dans la région de l'Adamawa et qui tombe sur la tête pratiquement de ceux qui sont là et qui devraient être des acteurs importants, c'est ça le problème. C'est-à-dire que des projets comme ceux-là ne doivent pas seulement être montés ou réalisés par des techniciens, etc. Il faut prendre en compte la sociologie locale, parler, pourquoi pas, aux chefs traditionnels, parler à l'association des bouchers. Vous leur dites des années d'avance que voilà, nous avons l'intention de faire ceci. Dans le cas d'espèces, ça n'a pas été fait. Alors, les uns et les autres ont été invités à une inauguration, à des séminaires, et quand ça arrive à être mené à bout, finalement, les gens ne se reconnaissent pas dans ce projet. C'est ce qui explique cela. Le Conseil régional de l'Adamawa, pourvu en ressources humaines et matérielles, prend en considération cette difficulté. Vous savez, dans le cadre de la décentralisation, ces collectivités territoriales doivent s'occuper de ces questions-là. Des efforts sont faits par le gouvernement de la République. Malheureusement, nous le disons, ces efforts ne produisent pas des effets. Écoutons le docteur Mohamed Dewa, qui est le président du Conseil régional. Il donne son point de vue sur cette question.
SODEBLE doit être repensée. Il faudrait faire l'étude de faisabilité, l'étude des rentabilités et voir l'adhésion de la population. Parce que jusque-là, les projets sont gérés à Yaoundé, comme me disent les autres. Nous qui sommes concernés, nous apprenons qu'on a nommé un directeur, on a nommé des responsables, ils sont venus de Yaoundé, ils sont logés dans les hôtels, ils sont en mission. Ils nous convient seulement quand il y a les séminaires. On n'est même pas associé au thème, au terme des références, alors que nous sommes bénéficiaires. Vous savez bien, en son temps, le célèbre George Bush disait que tout ce que vous faites sans nous, c'est contre nous. On ne peut pas attendre tomber de nos têtes. Ce qu'on appelle bottom down. Ce que nous souhaitons, moi en tant qu'exécutif du conseil régional, c'est associer au moins la base. Si nous sommes dans la décentralisation, je pense que la population doit avoir son mot à dire. Parce que tout ce qu'on va faire sans nous consulter, c'est voué à l'échec. Je parle de l'abattoir aussi. Je suis éleveur, je suis vétérinaire, je suis natif de cette région. Est-ce que c'était ça notre priorité, l'abattoir? J'ai dit non. L'abattoir a une capacité de 500 bêtes jour. Alors que la ville de Ngaoundéré a une capacité de 30 têtes jour. Qui va tuer 500 têtes de bétail? Les zones de consommation, c'est à Yaoundé, c'est à Douala. On ne peut pas consommer 500 têtes de bétail. Déjà, en nombre et en prix, en pouvoir d'achat. C'est la même chose avec les projets comme Tanikam. L'Adamawa, c'est une zone de production. Nous, on doit produire, on doit consommer. Même en France, les zones de production transportent les animaux vers les zones de consommation. C'est comme ça que ça doit se passer. Tanikam doit travailler sur les pots, mais sauf que les pots n'existent pas à Ngaoundéré. Les pots, c'est à Yaoundé, à étudier. Les pots, c'est à Douala. Donc, nous pensons humblement que dans le cadre de la décentralisation, associer les bénéficiaires serait bénéfique pour la République. Associer les bénéficiaires serait bénéfique pour la République. C'est une phrase forte du président du conseil régional d'Adamawa. C'est peut-être un début de solution à cela. Il a évoqué la question de la SODEBLE. Je voudrais qu'on revienne là-dessus tout à l'heure parce que ça aurait pu nous éviter la crise actuelle autour du blé avec la crise en Ukraine. Mais quand on a écouté le président du conseil régional, on s'est dit le problème c'est peut-être là. Souleymane. Oui, bien évidemment, on a l'habitude de dire que tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait en réalité contre nous. Si on ne peut pas venir implémenter un projet, on ne prend pas en compte les aspirations, bien la volonté d'abord des bénéficiaires du projet, c'est-à-dire les communautés locales. Maintenant, pour revenir à la question du blé, il faut remonter un peu l'histoire, voir l'historique. Pourquoi est-ce que la SODEBLE n'a pas fonctionné? Vous savez, elle a été implémentée vers les années 70, probablement en 1976, où la volonté du gouvernement camerounais était de limiter les importations du blé et de faire en sorte que le Cameroun soit vraiment un poumon de production. Un poumon de production de blé. C'est comme cela que les études ont été faites à Ouassandé, ici dans la région de l'Adamawa, pour voir si le blé pouvait être sauf qu'on n'a pas tenu compte de la... À l'époque, on n'a pas tenu compte de la concurrence parce que... Bien sûr, parce qu'on a remis le projet, donc maintenant, au niveau du processus de maturation de la maturation du projet, on a remis donc l'aspect technique à un concurrent, à ceux qui en réalité
avait toute les parts de marché du blé au Cameroun et pratiquement en Afrique. Et là, maintenant, il était inconcevable que cela amène le processus à terme. Et vraiment, il y a eu vraiment un peu, je peux appeler ça de la mauvaise foi, où on a un peu cultivé les semences qui n'étaient pas adaptées au type de sol de la région de l'Adamawa. Parlons voilà. on peut accepter qu'il y a eu un problème au Entre départ, il y a un problème de maturation. Est-ce que dans la conduite de ces projets, ce dont nous parlons aujourd'hui, le fait qu'ils n'aboutissent pas toujours, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Est-ce que derrière ces échecs, il n'y a pas le fait que l'élite locale organise des disputes autour de ces projets et à la fin, on ne sait plus quoi faire? Je l'ai évoqué tout à l'heure dans mes propos pour dire que ce qui me gêne pour le cas spécifique de l'Adamawa, je pense que l'élite politique locale est déconnectée ça et là en ce qui concerne tout ce que je pourrais appeler la mise en œuvre effective de projets pour se livrer à une bataille entre les différentes communautés. Ce n'est pas l'occasion peut-être de le relever ici, mais je pense que le véritable problème que nous avons par rapport au projet, au Cameroun de manière générale, peut se résumer à ce qu'il a appelé la maturation des projets. De manière globale, les techniciens et les administrateurs confisquent les projets et n'y associent pas véritablement toutes les parties prenantes, les chercheurs, les bénéficiaires eux-mêmes. Permettez-moi de vous reprendre. Vous ne pouvez pas vouloir faire le bien pour quelqu'un sans le consentement de la personne. Son orgueil personnel peut rejeter tout ce que vous avez comme proposition. Mais c'est là le problème. On peut aussi mettre de côté les problèmes d'ego parce que nous avons déjà un projet qui nous apporte quelque chose. On met de côté ces questions d'ego et puis on avance. On ne peut pas le faire. Oui. Salmon, ça ne peut pas se faire dans l'Adamawa. Sauf que l'ego ne s'exprime pas dans l'ouest ou le sud du Cameroun, comme ça s'exprimerait dans l'Adamawa ou dans le septentrion de manière globale. Il faut voir les différents paliers d'expression de cet ego-là. L'ego, dans cette partie du pays, c'est que si vous ne faites pas avec moi, ça ne se fera jamais. Et ça constitue un frein. Je m'arrangerai à ce que ça ne se fasse pas d'année en année. Quand j'ai dit cela, il y a une histoire cachée de la Saut de Blé qui n'est pas toujours révélée. Et dans mes recherches, je suis tombé dessus. Je vais en révéler quelques brides. Ici, dans les années 78-80, le professeur parle des techniciens qui s'accaparent des projets. Effectivement, c'était le cas. Pour un traitement phytosanitaire dans les années 78-80, il y a eu un surdosage de produits sur les récoltes. Je vais dire sur la production. Plus de 98% de production de blé avait été perdue à l'époque. Ça, on n'a pas dit aux gens. C'était le déclenchement de cette crise qui aujourd'hui impacte la Saut de Blé. Alors, qu'a fait l'élite? Qu'a fait les techniciens à l'époque? Ils ont dit, pour ne pas s'attirer la foudre du président Ahidjo, ont décidé de déplacer le problème en disant qu'il s'agissait d'un problème de fertilité de sol. C'est pour cela que 98% de production avait été perdue. Ça, on ne parle pas beaucoup de cette histoire-là. Et du coup, on est passé du blé au maïs pendant quelques années. On dit, bon voilà, et là encore, ça fait chou blanc. Et quand après, les gens se sont réveillés, ils ont voulu relancer le blé, mais le gouvernement n'a pas trouvé cela, puisque les années qui avaient précédé, on avait dit que ce sol-là n'était pas fertile. C'est pour vous dire que la part de l'élite, la part des techniciens, la part de responsabilité de ces derniers est à relever aussi dans ce projet. Et qui en pâtit? Ce sont les populations. Et dans le contexte actuel, c'est le Cameroun tout entier. On aurait pu bénéficier de la production de cette superficie qui représente 600 hectares. La zone de production de blé, c'est 600 hectares. Aujourd'hui, il y a une production qui se fait avec un projet agricole, mais qui est sur une superficie, je crois, d'environ 20 hectares et qui ne produisent que 4
4 tonnes de blé, alors qu'à l'époque du projet, on pouvait produire par hectare 4 tonnes de blé. Vous imaginez ce que ça aurait pu représenter aujourd'hui sur 600 hectares et des surfaces qu'on aurait pu agrandir. Donc voilà le problème, c'est vraiment les Gambélis. On pense qu'il y aurait peut-être une solution à cela, avec la décentralisation qui arrive. Mais il faudrait quand même que l'élite politique, parce que là, il y a aussi cette récupération, vous n'aimez pas le mot, mais un peu cela. On en revient. C'est vrai que nous avons... Quand ça ne marche pas et que ça a été initié par telle famille politique, on dit, bon, ok, c'est leur affaire et c'est pour ça que ça ne marche pas. Si nous, on vient, on va faire comme ça. Oui, malheureusement, nous avons hérité cette façon, cette culture de faire dans les années 90, pour le retour du multipartisme, où spécifiquement dans l'Adamawa, on a pris l'affaire politique, surtout le militantisme, comme un dogme, où ça a causé des séparations entre familles. Les gens n'ont pas compris qu'en réalité, la politique, c'est autre chose. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une... Mais on continue à ne pas comprendre, ce n'est pas une malheureusement. religion. Oui. Non, je crois que continue à ne pas comprendre, malheureusement. actuellement, une nouvelle génération est en train de prendre conscience. Il y a une jeunesse montante. Il y a une jeunesse montante qui est en train de prendre conscience. Et qui fait bouger les lignes. Bien sûr, parce que je vais peut-être vous rappeler une fois par rapport à un grand projet qui s'était en train de se passer dans la région de l'Adamawa, dans la Vina, notamment au niveau de l'exploitation de la bauxite. Parce qu'il n'y avait pas, dans les différentes études qui étaient en train d'être menées, on n'avait pas pris en compte les aspirations de la population riveraine. Il y avait certains aspects, notamment dans le code minier, qui n'étaient pas respectés. Mais nous nous sommes rassemblés au sein d'un groupe qui nous appartenons à plusieurs formations politiques. Nous avons dit que cette fois-là, il s'agit vraiment de l'intérêt de la région. On doit mettre cela de côté. Voilà ce qui a causé vraiment notre retard. Et nous essayons de sensibiliser les gens en leur disant que, attention, ce n'est pas parce que nous appartenons à un bord politique différent que nous vivons les mêmes réalités, nous vivons la même pauvreté. Ce n'est pas parce que moi je suis dans un tel parti, toi tu es dans l'autre parti que nos conditions de vie vont changer. Tout ce qui impacte la région nous impacte directement. Et cela m'amène à revenir sur la question que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce que les communautés bénéficiaires suivent les projets? Parce qu'ailleurs, on le voit, lorsqu'on attribue un projet à une région, eh bien, l'élite se rassemble et je prends le cas des établissements scolaires. On va trouver les enseignants, même s'ils ne sont pas encore affectés, on va trouver un local pour ceux qui voudront être là, on va trouver le lieu de localisation du projet en question en attendant qu'il s'implémente. Mais si on ne le fait pas dans la Damawa, si l'élite ne s'implique pas de cette façon, est-ce que vous pensez que ça pourrait aller? On va toujours continuer à penser que le projet est mal monté. C'est pour ça qu'il n'est pas opérationnel. Encore faudrait-il trouver cette information-là. C'est-à-dire que le journal des projets, ce n'est pas la chose qu'on ramasse quand on sort de chez soi. Ce n'est pas la chose qu'on trouve... Mais les acteurs politiques, il faut une communication des acteurs politiques. Il y a non seulement les acteurs politiques, il y a également la société civile, qui aujourd'hui fait un travail de veille formidable. C'est vrai que le résultat escompté n'est pas encore obtenu, mais déjà on perçoit ce changement-là. Ils partent à la suite de l'information, maintenant ils traitent. Maintenant, on peut donc, par certains canaux, exposer les différentes solutions ou bien les observations qu'on fait. De la chose. C'est vrai que ce n'est pas encore totalement effectif, mais je pense que nous sommes en train de migrer vers là. Il y a un déclic, bien entendu. Nous avons déjà compris que vraiment, il faut à un moment donné s'unir. C'est là que, voilà, on doit s'unir en communautarisme maintenant pour comprendre que, bon, voilà, il faut défendre nos différents intérêts. De toutes les façons, la situation est embarrassante pour tout le monde. On en est à se poser des questions sur la pertinence de ces projets. Est-ce qu'il faut investir autant d'argent dans la Damawa? Partageons néanmoins le point de vue du gouverneur de la région, Kildadi Tagué Keboukar, qui suit de près les projets d'investissement, notamment lorsqu'ils viennent de l'État. Merci pour cette préoccupation liée à l'existence de certaines structures étatiques qui devraient permettre
aux citoyens de la région d'Adama et pourquoi pas à notre pays de jouir de ces différents projets. L'État a donc eu l'opportunité de les créer et de les faire fonctionner. Malheureusement, par enchantement, ces structures ne fonctionnent pas aujourd'hui. On les appelle des éléphants blancs. Est-ce que ces projets n'étaient donc pas au départ pertinents? C'est la question qu'il faut se poser. Mais nous pensons qu'ils sont pertinents. Le laboratoire moderne est fait dans la région de la Damawa parce qu'il y a la matière première. Nous sommes une zone d'élevage. On exporte à partir de la Damawa la viande bovine. Donc, c'était pertinent de les créer. La Sow de blé était également une structure pertinente parce qu'elle a fait ses preuves. La production était importante et finalement, on se demande ce qui s'est passé. Nous voulons peut-être convoquer les us et coutumes qui n'ont pas peut-être apprécié à leur juste valeur ces structures qui étaient pourtant des structures économiques intéressantes. Mais nous restons optimistes parce qu'il y a une compagnie espagnole qui est prête à venir relancer des activités au niveau de la Sow de blé avec la caution de l'État. Donc l'abattoir moderne, nous sommes en train de prendre langue avec les responsables de la SODEPA pour que les modalités soient engagées afin qu'ils fonctionnent régulièrement. Et le barrage, nous sommes convaincus que les travaux vont bien reprendre d'ici peu. Donc, l'État est décidé de faire revivre ces entités économiques importantes et nous demandons à la population de nous accompagner sur le plan peut-être traditionnel en ce moment-là, parce qu'il faut jeter un regard traditionnel sur ce phénomène. Et nous demandons donc aux uns aux autres d'apporter leur contribution. Nous demandons aux élites, nous demandons aux forces vives d'apporter leur contribution pour que ces structures soient opérationnelles pour le grand bien de nos populations. C'est des pistes qui sont tracées par le gouverneur. Il ne perd pas espoir, il pense que ça peut décoller, mais il insiste, il faut l'implication des communautés, il faut l'implication des politiques que vous êtes, il faut l'implication de l'élite. C'est faisable, Souleymane? Oui, bien entendu. Tout à l'heure, on venait de dire que bon, c'est vrai qu'il y avait un certain ensemble de blocus et de problèmes dus peut-être à notre culture. Mais depuis quelques temps déjà, nous avons déjà pris conscience de ce problème. Et je pense que déjà, il y a déjà un déclic, quand on prend déjà conscience que voilà telle chose qui essaye de bloquer, c'est déjà une piste, c'est déjà un début de solution. Pour le cas de la bauxite, vous avez amorcé une telle démarche, ça aboutit à quoi? Oui, bien évidemment, pour le cas de la bauxite, l'entreprise qui avait obtenu le permis d'exploitation avait fini de faire ses études, notamment les études d'impact environnemental et social, où il y avait certaines insuffisances dans ces études-là. Nous avons relancé d'abord cette entreprise-là pour demander que, bon, voilà ce que nous avons relevé, mais elle est restée sans dire mot. Nous avons également contacté le ministère technique par rapport à cela, mais également on n'a pas obtenu d'éléments de réponse. C'est comme ça, donc, au sein de la communauté, nous nous sommes réunis donc au sein d'un collectif où nous avons dit que finalement, si nos intérêts locaux ne sont pas sauvegardés, que cette histoire-là qu'on abandonne. On ne peut pas concevoir, on ne peut pas comprendre qu'il y a un projet qui est fait chez nous,
que nous ne sommes pas impliqués à 100%, que nos doléances ne sont pas prises en compte, c'est que nos réelles volontés, ce que nous voulons, ce que nous attendons. Et vous avez été entendu? Bien évidemment, nous avons adressé la lettre au chef de l'État, qui a répondu favorablement, où nous avons eu une séance de travail, avec une séance de travail tripartite avec le ministère de Mines et l'entreprise en question, représentant de la population et nous-mêmes, et nous nous sommes entendus sur un ensemble de choses. Je ne vais pas encore revenir encore là-dessus, mais je crois que c'est en train d'être solutionné. Ils ont compris le message que dorénavant, vraiment, il y a des choses qui se passent maintenant dans la Damawa, que maintenant, nous sommes vigilants là-dessus. Nous n'allons plus laisser les choses se faire comme à l'accoutumée. Surtout que le gouverneur venait de dire tout à l'heure qu'il faut que les populations également et l'élite s'impliquent davantage. Je pense que c'est le moment également de le marteler. Donc, tout ce qui est en train d'être fait, il faut une implication vraiment totale. Il ne faut pas qu'il y ait de manipulation, de mensonges, juste pour faire amuser peut-être la galerie ou bien juste pour faire passer simplement comme ça. Non, il faut vraiment une prise vraiment en considération sérieuse et de là pour que les aspirations vraiment doivent être prises en compte et afin que le projet puisse se développer. Parce que tant qu'il n'y a pas l'adhésion de la population, sachez que quel que soit le type d'investissement que vous allez faire, ça va aboutir à rien du tout. Alors finalement, la décentralisation, ça peut être une porte de sortie parce que décentralisation veut dire l'accompagnement, cela veut dire l'appropriation des projets par les populations, par les communautés bénéficiaires. Là encore, là-dessus, le chef de l'État a fixé le cap. C'était, si mes souvenirs sont exacts, le 28 décembre 2021. Il y a eu une série de décrets de chef de l'État, justement, qui reprécisaient la marge de manœuvre. Et elle est vraiment belle, cette marge de manœuvre des régions, notamment pour ce qui est de cette décentralisation. Comment gérer les ressources, comment gérer l'environnement, comment gérer les parcs attractifs, comment gérer de manière globale l'économie des régions. Les choses ont été clairement définies. C'est de cette manière-là que les populations pouvaient être impliquées là-dessus. Donc, je dis que c'est une chance. C'est une chance pour qu'effectivement les populations soient intégrées dans l'exercice même l'implication de manière globale de ces projets qui sont porteurs pour la région de la Damawa. Et on n'oublie pas le fait qu'il faut penser justement au traditionnel, les us et coutumes locales. Il faut prendre cela en considération. C'est important. C'est important. Il y a de l'amido, je vais dire des amibés qui sont des bâtisseurs qui ont pouvoir sur leurs administrés. Ils leur parlent, les gens écoutent. Si ces gens sont associés dans la maturation de projets, ce serait important. Je vais finir, lorsque j'écrivais sur mon pupitre, j'ai noté une autre solution qui serait intéressante. Je parle là sous le contrôle de l'universitaire qui est sur le plateau, que je connais bien pour sa verve et puis même son franc-parler. Les universités sont créées, notamment dans cette région du Nord. C'est une chance également. Il faudrait peut-être qu'on passe à penser au troisième pilier d'évoluer aux universités. C'est-à-dire qu'il y a un côté, l'université ne devrait plus seulement faire des diplômés là, pour faire construire, fabriquer des diplômés, non. Il y a un troisième pilier au-delà de la formation, l'appui à la recherche ou même la recherche de manière globale. Il y a un troisième pilier qu'on oublie beaucoup et pour lequel les gens fautent. C'est l'appui au développement. Il faut que les universités qui vont se mettre en place, notamment à Garoua, prennent en compte ce côté appui au développement. Et qui dit développement dit justement tout ce qui touche à la région. Et en ce moment, il y a un projet qui se passe à l'université de Gandéré. Gandéré University, je crois c'est Unipol, c'est un projet qui est décliné comme ça. C'est-à-dire qu'un environnement là où tout ce qui est économique, les valeurs de la région sont justement pensées à partir d'un projet comme celui-là. Donc, appui au développement, c'est important dans nos universités, c'est vrai. Professeur Falna, la décentralisation, une bonne chose parce qu'elle intègre les données sociologiques, anthropologiques dans la conduite des projets, surtout des projets qui peuvent bénéficier aux populations. Mais est-ce que c'est faisable dans la Damawa, compte tenu de la composition sociologique de la région, compte tenu des familles politiques, compte tenu des idéologies religieuses dans la région?
La décentralisation qu'on peut définir comme le transfert, n'est-ce pas, des ressources à partir du pouvoir central vers les communautés à la base, que nous appelons les communes ou alors les régions, est une chance. Mais pour le cas spécifique de la région de l'Adamawa, on peut se poser la question suivante. La configuration sociologique qui interpelle l'appartenance ethnique, la religion, le genre, le niveau de scolarisation, est-elle de nature à saisir la décentralisation comme une chance? Je pèse mes mots. La configuration sociologique qui interpelle le genre, qui interpelle le niveau d'instruction, qui interpelle la religion, qui interpelle l'ethnie, est-elle de nature à propulser ou à saisir la décentralisation comme une chance dans la région de l'Adamawa? Mais pour tout dire, c'est un bon projet politique, malheureusement qui est lent, je dirais même très lent, mais alors rassurant. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cet échange. Un échange organisé ce soir au studio IBC du stade Rumde Adja, c'est à Garoua. C'est en délocalisation, nous sommes en délocalisation dans l'enceinte de presse. Nous avons eu la possibilité de vous parler de cette question du développement de l'Adamawa. C'est une région qui bénéficie de gros investissements de la part de l'État. Des investissements qui tantôt sont réalisés ou ne le sont pas du tout, mais des investissements qui ne produisent pas toujours les résultats attendus. Nous avons voulu organiser ces échanges avec les personnes ressources venant de cette région. C'est un débat que nous ouvrons. Et nous disons déjà merci à nos invités. Merci d'avoir accepté de faire le déplacement et de nous retrouver ici. Merci aux responsables du stade qui nous ont permis de travailler. Merci surtout à la direction générale de la CRTV qui nous accorde cette occasion de pouvoir quitter les studios habituels de Yaoundé pour être ici. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Mesdames, Messieurs, bonsoir et à bientôt sur les ondes. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Gospel Musical saison 10 qui se veut un focus. Elle nous vient d'outre-mer. C'est une grande dame, un leader né, une visionnaire, une rassembleuse, une psalmiste. Sa devise, c'est authenticité, simplicité et humilité. Elle a le don du partage. C'est pourquoi elle a décidé de partager avec nous son parcours, sa vie riche en expériences. Recevons la psalmiste MFK, Marie-France Kwam, dans l'intimité du Studio Dream.